Bien, ben bonjour, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle table ronde. Vous êtes relativement nombreux, je dois dire que je n'imaginais pas quand même autant de monde un samedi matin 9h30, donc bravo à vous. C'est clairement, je pense, un pari qu'on n'aurait pas fait à Montpellier, mais bravo, bravo aux Tourangeaux. Pas faire dans les clichés nord-sud, mais donc c'est mon plaisir d'animer cette table ronde. Donc merci beaucoup de l'invitation des organisateurs. Donc ce matin, on va un peu s'aérer l'esprit, hein, ouvrir les fenêtres au monde, laisser passer les courants d'air. Ça va nous faire le plus grand bien là, dans ces périodes un peu de repli frileux. Sachant qu'en matière de fruits et légumes, on peut dire que littéralement le monde se niche dans nos assiettes. On va le comprendre. Et donc pour nous en parler, on a avec nous Françoise Saban. Françoise qui est anthropologue, historienne à l'école des hautes études en sciences sociales et qui est une grande spécialiste de la Chine et de ses cultures alimentaires et qui s'intéresse aussi beaucoup à la Corée et au Japon notamment, mais également en Europe, à l'Italie, et voilà, elle nous en parlera. Françoise préside le conseil scientifique de l'IEHCA. Avec nous également Bina Paradin. Donc Bina qui a créé un tout nouveau studio d'innovation dont vous nous parlerez, qui s'appelle Amirita, pour accompagner les industriels agroalimentaires à développer une offre végétale. Et avant ça, vous aviez créé une marque de produits alimentaires végétaux prête à cuisiner. Et vous avez publié des ouvrages, notamment un sur la cuisine indienne, Inde, cuisine intime et gourmande, et un tout récent, il est là, vous pouvez le montrer, c'est un très beau cadeau de Noël, Atlas des épices, publié chez Flammarion le mois dernier, et je peux vous dire, il est très très beau, des très belles illustrations. Donc d'épices, il sera aussi probablement question pour assaisonner nos fruits et légumes. Et puis Gloria Cabé, Gloria qui se définit comme chef cuisinière nomade puisqu'elle n'a pas encore voilà, je ne dis bien pas encore, de restaurant à son nom. Donc elle fait du nomadisme cuisinière et elle est spécialisée dans la cuisine afro-végane. Donc c'est l'idée de réunir les cuisines des diasporas africaines du monde en version végane. Elle est autodidacte et ça je pense que c'est important à signaler dans le monde de la cuisine, et vous avez fait vos premiers pas à Londres et également être marqué par des voyages, je crois notamment le Brésil. Alors, il manque à l'appel, vous avez vu dans le programme, était indiqué Alessandra Montagne, qui malheureusement avait un conflit d'agenda et ne peut pas être avec nous ce matin. Donc l'Amérique latine ne sera pas présente, mais je pense qu'on y fera un détour quand même via les diasporas africaines qui, vous le savez, sont très nombreuses en Amérique du Sud. Moi, je suis Damien Conaré et je gère les activités d'une chaire UNESCO Alimentation du Monde qui est hébergée à Montpellier-Supagro, qui est l'école d'ingénieurs agronomes. Et on mène des activités de formation. En particulier, on a un master spécialisé qui s'appelle Innovation et politique pour une alimentation durable. On mène des projets de recherche et puis beaucoup de diffusion des savoirs à travers des colloques, conférences, publications qu'on organise. On fête cette année nos 10 ans et on vous fait un cadeau, un ouvrage. Et j'en fais facilement la publicité puisqu'en fait il est accessible gratuitement en ligne. Il est sorti hier, ça s'appelle Une écologie de l'alimentation. Et c'est l'idée d'entrevoir, tout comme l'écologie, un peu une science des relations entre les différents éléments de la biosphère. C'est l'idée que l'alimentation est aussi une relation, une somme de relations à soi-même, à son corps, à sa santé, relation aux autres, évidemment, l'alimentation comme lien social, et je pense qu'on va beaucoup en parler à nouveau ce matin. Relation aux esprits, on en a parlé hier, ceux qui étaient présents sur la table ronde fermentation, Luna Kyung en Corée nous a expliqué à quel point justement on s'en remettait aux esprits pour que la fermentation se passe bien. Et puis évidemment, manger, c'est aussi se relier à l'environnement naturel, nous parmi les autres vivants. Et c'est évidemment se relier dans le monde. Et en matière de fruits et légumes, donc je le disais en préambule, on a une longue histoire de voyage des plantes, mais aussi des hommes, des femmes qui voyagent avec leur tradition culinaire. Et ça, c'était à la faveur de grandes migrations, qu'elles soient libres ou forcées. Évidemment, la traite esclavagiste a joué un grand rôle dans la diffusion de savoirs culinaires et des plantes associées. C'est aussi une histoire de conquête et évidemment des histoires de grands échanges commerciaux qui ont conduit aujourd'hui à une forte interdépendance alimentaire entre les différents continents qui nous permet aujourd'hui littéralement de manger le monde. Et c'est ce qu'on fait dès le petit déjeuner, c'est ce qu'on a fait déjà ce matin. Alors on s'éloigne des fruits et légumes, on reste dans le monde du végétal, thé,
café, si on est resté des grands enfants aussi le cacao. Voilà, dès le premier repas, on mange le monde, fruit de vastes échanges. Et il y avait une étude qui avait été publiée par la Société royale anglaise des sciences, très intéressante, qui stipule que 2/3 de ce qu'on se consomme est en fait originaire d'ailleurs dans le monde. Alors c'est une moyenne, et ce qui est intéressant, c'est que cette moyenne, elle vaut pour le monde entier. C'est-à-dire où qu'on se situe dans le monde, 2/3 de ce qu'on consomme est en fait originaire d'ailleurs. Et donc c'est particulièrement vrai pour les fruits et légumes. On connaît évidemment tous le cas de la tomate, du maïs, de la pomme de terre, originaire d'Amérique latine et puis qui se sont diffusés dans le monde entier. Mais il faut savoir qu'au XVIe, on en parlait en préambule, Bina, au XVIe, XVIIe siècle, grosso modo, toutes les plantes vivrières ont changé de continent. Alors là-dessus, je vous renvoie vers un ouvrage très intéressant qui s'appelle Le voyage des plantes et les grandes découvertes, qui est vraiment la longue histoire de tous ces échanges de plantes, et qui notamment s'intéresse au XVIe siècle, le monopole portugais sur la route des Indes notamment. Vous savez que le grand basculement du monde, c'est peut-être plus l'ouverture de la route des Indes orientales par Vasco de Gama, 1498. Et donc, c'est une route qui passe par le Brésil, l'Afrique, et évidemment termine en Asie. Et donc, c'est des comptoirs tout au long de la route, Madère, les Açores, Salvador da Bahia, et puis São Tomé, l'Angola, le Mozambique, tout ça pour arriver à Goa en Inde, et puis Malacca en Malaisie. Évidemment, tout au long de cette route, les Portugais ils sèment des graines et sèment des plantes, c'est des jardins d'acclimatation un peu partout. Et puis, de sorte que tous ces fruits et légumes ont traversé et changé de continent. Voilà, par exemple, d'Amérique vers l'Afrique et l'Asie, c'est l'ananas, la papaye, la goyave, les haricots, le manioc, la patate douce. De l'Afrique vers l'Asie et l'Amérique latine, c'est la pastèque, le gombo, l'igname, la grenade. Et puis de l'Asie vers l'Afrique et l'Amérique, c'est les agrumes, les bananes, la noix de coco, la mangue. Voilà, donc, et là, je n'en cite que quelques-uns, mais pour bien comprendre qu'aujourd'hui, ce qu'on a aujourd'hui dans notre assiette vient d'ailleurs, et c'est encore une fois où qu'on soit dans le monde. Et puis les épices, évidemment, c'était le Graal qu'on allait chercher aux Indes orientales, la cannelle, la cardamome, le curcuma, le gingembre, le girofle, le poivre, la muscade, etc., etc. Indispensable donc pour relever fruits et légumes, donc je pense qu'on en parlera très certainement. Et ce commerce qui a enrichi les Égyptiens, les Arabes, les Vénitiens, les Portugais, jusqu'aux Hollandais qui sont taillés un vaste empire commercial avec la Compagnie des Indes orientales. Une histoire fascinante qu'on retrouve un peu en partie d'ailleurs dans votre ouvrage. On en parlait avec des espions, des trahisons, etc., des grands voyages fascinants. Donc voilà, tout ça pour dire que littéralement, voilà, ce voyage des aliments et les personnes qui les cuisinent a façonné aujourd'hui un monde riche d'hybridation, d'emprunts réciproques autour de l'alimentation. Donc ce qu'on va voir ce matin avec nos invités, que j'ai présenté brièvement, mais on n'est jamais mieux présenté que par soi-même. Donc peut-être je vais vous demander de nous expliquer un petit peu votre parcours, comment vous en êtes arrivé où vous en êtes aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a motivé dans vos travaux. Donc peut-être Bina pour commencer, si vous pouvez nous expliquer comment vous en êtes venu à travailler sur l'alimentation et notamment le végétal. Merci Damien, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Donc, je suis Bina Paradin Migoto, j'ai 2 activités, je suis chef d'entreprise et auteur culinaire. Je travaille donc à travers mon entreprise Amirita avec effectivement, comme le disait Damien, des acteurs de l'agroalimentaire qui veulent développer des produits qui sont mieux-disants, notamment en termes de planète et de santé. Donc, je les accompagne dans la création de ce type d'innovation. Et par ailleurs, j'écris des livres de cuisine. Et moi, l'alimentation, ce n'était pas mon métier au départ, hein. C'était juste une passion d'enfance. Je me suis toujours beaucoup intéressée à ce que je mettais dans mon assiette, parce que je suis une grande gourmande, mais aussi parce que je pense que ce qu'on mange nous constitue chaque cellule de notre corps, et qu'en chaque jour, on peut voter pour le type d'alimentation qu'on choisit. D'ailleurs, j'ai un podcast consacré au sujet qui s'appelle Food Karma et qui invite des gens. Je pars à la rencontre de ceux qui font une alimentation qui améliore votre karma, c'est-à-dire l'ensemble de vos actions qui font que vous avez des ondes positives ou négatives, si je résume brièvement ce concept. Et cette passion, elle est aussi très liée à ma double culture
franco-indienne, puisque je suis née en Inde, dans le Kerala, dans cet fameux état du sud-ouest de l'Inde, où tous les grands voyages de découverte avaient comme objectif de trouver une route pour aller directement au Kerala et des intermédiaires, des marchands arabes qui revendaient les épices avec force marge en Europe. Et cette double culture franco-indienne fait que je me suis toujours intéressée à la cuisine végétale et que pour moi, la base de l'assiette, c'est le végétal. Ce n'est pas forcément la viande ou le poisson, et c'est très lié à la culture culinaire que j'ai apprise quand j'étais petite, qui est la culture de ma mère, qui est de dire on commence par réfléchir à quels légumes de saison, quelle galette, quelle recette de riz je vais faire, et éventuellement je rajoute une viande ou un poisson, mais qui ne sera pas la part reine de l'assiette. C'est pas par ça qu'on commence, et donc c'est comme ça que je me suis intéressée à la cuisine végétarienne. Et effectivement, il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé à voir que les gens autour de moi se posaient plus souvent la question de manger moins de viande, moins de poisson, j'ai lancé une première activité qui était une marque de produits alimentaires qui permet de cuisiner très facilement végétarien. Parfait, merci beaucoup. Gloria, alors comment vous êtes arrivée à cuisiner afro-vegan? Bonjour à tous et merci de me recevoir également. Alors pour ma part, ça fait maintenant 6 ans, ça fait maintenant 6 ans que je suis chef afro-vegan. Ça a été une décision que j'ai prise après un voyage au Brésil où je tombais amoureuse de la cuisine afro-brésilienne et j'ai tout simplement décidé d'arrêter de manger de viande, consommer de viande ou bien de poisson. Ça a été avant tout une décision personnelle. J'ai décidé à ce moment-là de aussi faire une reconversion professionnelle. Je suis passée du métier d'hôtesse de l'air à chef. Après m'être installée à Londres où je me suis formée seule en travaillant avec différents traiteurs. Pour moi, c'était important en fait de pouvoir exercer un métier en accord avec mes propres convictions personnelles. Et en plus, il y avait cette volonté de mettre en avant les cuisines africaines de manière différente. Donc, il y a eu volontairement ce choix de ne pas parler uniquement de cuisine d'Afrique, mais des diasporas africaines dans le monde. Et alors, j'ai pu tout simplement proposer mes services. Ensuite, entre Londres, Paris et le Brésil, en tant que chef consultante, en tant que également intervenante à différents niveaux en termes scolaires ou bien tout simplement autour des cuisines végétales. Et aujourd'hui, je continue à faire du consulting dans plusieurs villes dans le monde entier. C'est difficile de simplement s'arrêter à un endroit. Il y a beaucoup de travail à faire et je suis très contente. Voilà. Parfait, merci. J'imagine, on y reviendra, mais des voyages qui sont forcément des sources d'inspiration en matière de cuisine végétale. Exactement. Françoise Saban, donc, qui est historienne, anthropologue. Alors, comment est-ce qu'on s'intéresse à l'alimentation? Et à l'époque, c'était, j'imagine, relativement singulier. Oui, c'est bien de dire à l'époque, effectivement, parce que j'ai commencé il y a quelques décennies, à une époque où s'intéresser à la cuisine quand on était universitaire, c'était considéré comme vraiment pas sérieux. Et donc, c'est vrai que je rencontrais des collègues qui me disaient « Alors Françoise, tu travailles toujours sur la cuisine ?» Et ça les faisait beaucoup rire. Je disais « Oui, je continue à travailler sur la cuisine. » En réalité, j'étais lexicographe. J'ai fait une thèse de lexicologie chinoise. Et lexicographe, ça signifiait que je travaillais dans une équipe qui rédigeait un dictionnaire chinois-français. Et à un moment, je me suis dit, tiens, je vais traiter du domaine de l'alimentation. Donc j'ai commencé par les verbes de cuisson, ou les verbes de cuisine d'ailleurs. Après, j'ai compris que c'était plutôt des verbes de cuisine en chinois. Et les verbes de cuisson chinois, je ne comprenais rien, mais vraiment rien, à la façon dont les choses fonctionnaient. Donc, j'ai commencé à enquêter sérieusement et je me suis dit, non, mais pour comprendre quelque chose, il faut que j'aille apprendre la cuisine chinoise. Donc, je suis allée, à l'époque, on ne pouvait pas aller en Chine, c'était fermé. Je suis allée à Taïwan, où j'ai pris pendant 6 mois des leçons de cuisine. Et en même temps, j'ai travaillé sur un traité culinaire du XIVe siècle avec une prof de chinois classique, parce que je n'étais pas très bonne en chinois classique, puisque je travaillais sur un dictionnaire contemporain. Ça, c'est vraiment l'origine de mon travail sur les questions alimentaires. Et après, bien, j'ai continué. J'avais passé ma thèse de lexicologie et j'en avais marre de la linguistique. Donc,
je me suis réorientée vers l'histoire et l'anthropologie de l'alimentation en ne me préoccupant pas de ce que mes collègues sinologues pensaient de cette bizarre propension à s'intéresser à l'alimentation. Et aujourd'hui, évidemment, tout a changé. Maintenant, entre guillemets, je dis, la cuisine est à la mode et l'alimentation intéresse même mes collègues sinologues. En tous les cas, certains d'entre eux. On a compris à quel point c'est un sujet sérieux, voire même essentiel. Deux collègues qui avaient traité l'alimentation de fait social total. C'est-à-dire que par l'alimentation, on peut expliquer comment les sociétés s'organisent, et c'est certainement vrai. C'est vrai. Je le pense en tout cas. J'ai toujours pensé que pour comprendre quelque chose à la culture chinoise, il fallait comprendre une carte de restaurant. Et ça, je me suis aperçue de ça quand je suis allée en Chine en tant qu'étudiante. À ce moment-là, je faisais partie du premier groupe d'étudiants qui retournaient en Chine après la révolution culturelle. Et autour de l'Institut, nous étions accueillis. Il y avait des petits restaurants. Je pense qu'ils étaient là pour nous, d'ailleurs. Je le comprends seulement maintenant, d'ailleurs. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre certaines choses. Il m'a fallu des années. Et je voyais les cartes et je n'y comprenais rien. Je me disais, c'est pas possible. Je ne peux pas travailler sur la Chine, être sinologue et ne pas comprendre une simple carte de restaurant. Donc voilà ce qui m'a en plus convaincue de travailler, alors là c'était même avant ma thèse, de m'intéresser aux questions alimentaires. Très bien, merci Françoise. Alors on a prévu un premier échange entre nous et puis bien sûr on gardera du temps de questions-réponses avec vous, donc gardez bien à l'esprit tout ce que vous voudriez poser. Si jamais dans le premier temps d'échange il y a des choses complètement aberrantes ou vous vouliez vous manifester, n'hésitez pas. On vous donnera bien évidemment la parole. Mais donc on prévoit bien sûr un long temps d'échange avec vous. Peut-être pour commencer, Gloria, donc on a un peu compris le parcours qui est le vôtre, mais peut-être plus précisément, quels sont les voyages ou des rencontres très particulières qui ont inspiré votre cuisine afro-végane, puisque c'est quand même pas banal. On est encore aujourd'hui un peu dans une niche. On imagine qu'évidemment, ça va se développer. Mais du coup, quelles sont les rencontres ou les voyages marquants qui vous ont amené à cette cuisine? Je pense qu'essentiellement, c'est ce voyage au Brésil. Donc, je suis partie m'installer à Salvador de Bahia en novembre 2013, après avoir décidé de changer de projet professionnel. Bahia étant la première capitale du Brésil, là où étaient arrivés les esclaves, il y a une forte influence encore africaine. Et on n'oublie pas aussi que c'est la première diaspora africaine au monde après le continent. Donc c'est un peu comme être là-bas, parfois, que ce soit en termes de sensations visuelles, olfactives ou bien même gustatives. Donc de ce fait, je suis rapidement tombée amoureuse parce que en fait j'ai pu me repérer via la nourriture dans un pays que je ne connaissais pas. Donc ça a été une belle rencontre, ça a été la meilleure façon en fait de rencontrer le Brésil, je pense. Et de là, avant de faire ce voyage, j'avais déjà l'idée de vouloir évoluer dans la cuisine sans avoir aucune expérience, mais j'avais cette volonté de vouloir faire un métier d'une passion que j'aimais beaucoup. D'accord. Et ça veut dire que vous cuisiniez avant, j'imagine? Je cuisinais avant, beaucoup. Mais c'était pas du tout ma profession. Une fois sur place, je me suis rendu compte de la forte présence de la viande, que ce soit sous forme de churrasco dans les plats. On va dire que le Brésil est un pays qui aime la viande et le poisson. Également, en étant à Bahia, qui est en bord de mer, il y a beaucoup de plats à base du poisson, mais c'est pour autant à ce moment-là que paradoxalement, j'ai décidé d'arrêter d'en manger. Et ça a été purement une décision personnelle. J'avais des personnes autour de moi qui étaient déjà véganes, qui m'en avaient parlé. J'étais également danseuse à ce moment-là, donc j'avais aussi une conscience et une attention toute particulière que je prêtais à ce que je pouvais consommer de manière générale. Et j'ai décidé de stopper la viande, de m'intéresser aux cuisines afro-brésiliennes, de m'intéresser aux cuisines végétales. Donc après ce voyage, je suis revenue en France pour quelques mois. Je suis partie à Atlanta. Et c'est là-bas que l'afro-vegan a pris tout son sens. Atlanta, qui est aussi l'une des villes aux États-Unis où on a l'une des plus fortes populations noires également.
populations aussi africaines qui vivent encore donc des diasporas africaines qui sont aux États-Unis et où en fait le véganisme a déjà 20 ans aussi d'avance avec beaucoup moins de questionnements, une grande normalisation. Et ça a été le point final à la définition de ce projet. Donc au retour de voyage d'Atlanta, je suis partie en Angleterre et j'ai décidé de me former seule au métier de chef et précisément de chef vegan. Donc à l'issue de... J'ai eu beaucoup de chance parce que je vivais dans une colocation, on était beaucoup quand même, on était un peu moins d'une dizaine, mais tout le monde était vegan, même le chien. Et ça m'a permis en fait pendant des mois de pouvoir pratiquer des recettes et d'avoir une dizaine de personnes à qui je pouvais faire tester quotidiennement plusieurs fois par jour. Et lorsque j'ai senti la confiance, je suis partie proposer mes services à des restaurants dans l'Est de Londres. La chose qui a été intéressante avec l'Angleterre, c'est que c'est en tout cas Londres, c'est une ville d'opportunités où il y a énormément de compétition et de compétitivité, mais qui reste saine, ce qui fait qu'on donne un peu la chance à tout le monde tant que le projet est viable et surtout s'il est porté. Et ça a été le cas dans ma situation. J'ai proposé mes services de jeune chef totalement indépendante et nouvelle dans ce métier à un restaurant qui a beaucoup apprécié. On a travaillé ensemble pendant quelques mois encore, puis ensuite j'ai commencé à travailler avec des traiteurs. Donc c'est comme ça que ma petite carrière de chef vegan a débuté, puis jusqu'à revenir en France où j'ai été appelée pour des missions de consulting parce que le véganisme à Paris était beaucoup moins développé qu'en Angleterre ou qu'aux États-Unis. Ça a été assez impressionnant même de faire partie des premières personnes qui ont amené l'Afrique dans le vegan. Il y avait beaucoup de questionnements, beaucoup de surprises et d'interrogations parce que je pense qu'il y a encore beaucoup d'idées conçues sur les cuisines africaines, que ce soit autour des épices où on pense aux cuisines africaines qui ne sont que épicées, ou bien au fait que la viande et le poisson aient une place centrale, quand en fait c'était l'inverse. Ça a toujours été l'inverse. On a beaucoup plus de plats riches qui sont totalement plant-based, donc d'une base végétale à 100%, plutôt que de recettes carnées. Alors il a fallu déconstruire ces idées et proposer des alternatives. Et rien de mieux que de s'inspirer de tous les voyages justement qui ont été faits par nos ancêtres, par ceux qui ont dû se déplacer avant nous et créer en fait toutes ces liaisons dans le monde où je suis ravie d'être un porte-parole. Voilà. Bravo, donc ils doivent être bien contents les anciens colocataires donc, sur qui vous êtes fait la main. Ils sont ravis. J'imagine. Et en l'occurrence, donc, comment vous définiriez aujourd'hui cette cuisine afro-végane? Est-ce que c'est de la cuisine africaine à la sauce végane? Est-ce que c'est des ingrédients africains pour une cuisine autre? Je dirais que c'est l'ensemble en fait, de ces informations. Ce sont des plats traditionnels africains qui sont revisités dans leur forme originale, donc végétale. Ce sont la mise en avant de produits africains dont on a oublié les utilisations. Certains produits qu'on connaît, dont on entend énormément parler, mais qu'on n'a jamais su utiliser. Donc, c'est leur donner un aspect accessible, moderne et conscient. Et que ce soit aussi adapté à tout type, à tous les niveaux en fait de foodie, que ce soit d'un enfant de 6 ans qui puisse réaliser des petites recettes à base de bananes plantain, jusqu'à des personnes plus âgées qui souhaitent incorporer un peu plus de diversité dans leurs assiettes. Entendu. On reviendra sur cette cuisine. Bina, donc vous avez expliqué créer un studio d'innovation pour accompagner les industriels de l'alimentation, parce qu'aujourd'hui il y a une grande offre végétale pour un public qui souhaite diminuer ou complètement arrêter la consommation de viande. Peut-être nous rappeler donc un studio qui s'appelle Amerita, peut-être vous nous expliquerez ce que ça signifie. Et puis aussi, pourquoi ce nouveau studio d'innovation et puis ce segment, comment vous voyez ce segment évoluer du végétal dans l'industrie agroalimentaire. On en a parlé un peu hier en fin de journée.
Ça a été beaucoup évoqué, effectivement, notamment par un certain Cardinal, Sébastien Cardinal, qui expliquait à quel point voilà, on est sur visiblement un marché exponentiel à venir. Donc, est-ce que vous confirmez? Comment vous sentez-vous l'industrie bouger par rapport au végétal? Alors, je vais commencer par raconter ce que c'est que Amrita, comment j'ai trouvé ce nom. Donc, l'Amrita, dans la mythologie hindouiste, c'est l'élixir d'immortalité. C'est un peu l'équivalent de l'ambroisie pour nous. Et donc, j'ai pris un mot qui était dérivé de ce mot Amrita, parce que je trouve que l'innovation, c'est finalement l'élixir de jouvence des entreprises. Donc, voilà comment j'ai trouvé le nom de ma société. Et comment je vois le marché du végétarisme ou du... Moi, je parlerais plus volontiers de flexitarisme que de végétarisme, parce que je pense que le vrai sujet, c'est de réduire la proportion de protéines animales dans les assiettes et que probablement, si on se projette dans 20 ou 30 ans, il y aura toujours une consommation de viande ou de poisson, mais qui sera, à mon sens, beaucoup plus culturelle, peut-être festive, mais pas forcément au quotidien comme on l'entend aujourd'hui. Et au-delà d'une vision du marché, je vais rappeler un peu les enjeux sur cette notion d'avoir une alimentation plus flexitarienne. Aujourd'hui, il faut savoir, alors je reprends quelques chiffres de la FAO, il faut savoir qu'un tiers des terres arables sont consacrées à cultiver des céréales qui vont nourrir le bétail, que 60% des céréales qui poussent sur Terre servent à nourrir le bétail aujourd'hui, et qu'à horizon 2050, on sera un peu plus de 9 milliards d'habitants sur Terre. Il faudra créer 60% en plus d'alimentation pour nourrir tout le monde à sa faim, et que si simplement on réduit la part des terres arables consacrées au bétail pour la consacrer à des aliments végétaux qui sont directement consommés par les hommes, on peut immédiatement récupérer 50% de création d'alimentation en plus. Donc on voit que déjà au niveau mondial sur l'enjeu que simplement tout le monde mange des choses bonnes à sa faim, c'est le premier levier. Après, je pense qu'il y a une grosse prise de conscience des consommateurs sur la consommation de viande et de poisson et de ce qu'elle induit, que concrètement, il faut à un moment créer un cadavre pour créer de la viande. Et cet aspect-là, c'est un aspect qui a vraiment explosé en termes de sensibilité ces dernières années, puisque quand moi j'ai commencé vraiment à m'intéresser au sujet et à commencer à travailler dans ce domaine, je me souviens en 2008, on regardait les chiffres sur les consommateurs français en particulier, et le bien-être animal, c'était quasiment pas un sujet, quoi. C'était un micro-pourcentage des gens qui disaient moi, quand j'achète un produit, le bien-être animal me concerne. Et aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel il y a une sensibilité qui s'est développée à la vitesse grand V, et c'est tant mieux. Une grande majorité des gens disent que le bien-être animal rentre dans leurs critères d'achat d'un produit. Donc les industriels sont face à cette attente. Et moi, ma conviction aujourd'hui, et c'est vraiment le cœur de ce que je fais au quotidien, c'est que finalement, les consommateurs, les mangeurs, je préfère les mangeurs que les consommateurs, parce que je trouve que c'est la question de savoir qu'est-ce qu'on va manger. Ces mangeurs, ils sont beaucoup plus sensibles que les industriels à l'évolution de la planète, à l'évolution de la santé, au bien-être animal. Ils ont des attentes très fortes de la part de l'industrie, et que finalement, il n'y a pas toujours l'offre en face, puisque les industriels, et on peut, enfin moi je comprends aussi leur modèle, ils ont fait comme ça depuis des années. Il faut aussi rappeler que l'industrie qu'on décrit aujourd'hui, elle a été bâtie au départ sur des bonnes motivations, qui étaient de dire on sortait de la guerre, tout le monde n'avait pas à manger à sa faim, loin de là, et il fallait trouver des systèmes plus efficients pour que tout le monde puisse manger. Donc la motivation de départ de création de ces industries agroalimentaires était bonne, mais dans le fil de l'histoire, finalement, on a oublié cette bonne motivation et on s'est mis à la recherche un peu effrénée du profit. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un paradoxe où les industriels regardent les consommateurs en se disant mais en fait, ils ont des attentes. Si on leur offre des choses nouvelles, ils vont les acheter. Et donc, moi, ma conviction, c'est qu'effectivement, dans 10 ans, on se rappellera avec émotion de l'époque où on mangeait de la viande ou du poisson tous les jours.
Entendu. Et du coup, dans cette offre végétale que vous proposez aux industriels d'adopter, c'est des produits, pour le coup, éventuellement exotiques, entre guillemets, ou quels sont exactement le type de, voilà, de produits que vous proposez? Aujourd'hui, il y a des interrogations dans tous les sens, parce qu'effectivement, il y a un axe qui est l'exotisme, comme vous l'évoquez, qui est de dire que finalement, il y a plein de cultures dans le monde dans lesquelles il y a des recettes naturellement végétariennes et délicieuses dont on peut s'inspirer. Alors, je peux très bien parler de la marmite dans laquelle je suis née, qui est tous les plats indiens végétariens, où il y a une culture végétarienne extraordinaire. Et même, en fait, finalement, pour les Indiens, notamment dans l'hindouisme, les jours de fête, on mange végétal. Donc, c'est le contraire de l'idée européenne de on va se retrouver autour d'un gigot ou d'une dinde. Non, on va se retrouver autour d'une assiette végétarienne qui est codée par les codes de l'hindouisme. Et donc, il n'y a pas du tout cette notion que le végétarisme est punitif. C'est vraiment non seulement une cuisine très riche, mais très joyeuse autour du végétarien. Et donc, effectivement, pour moi, dans les dernières années, il y a eu beaucoup d'inspirations qui sont allées chercher dans l'exotisme, puisque de façon simple, un dal indien, un houmous libanais, des falafels israéliens, sont tous des plats végétariens hyper gourmands qu'on peut très facilement intégrer dans son quotidien. Aujourd'hui, il y a une vraie réflexion sur c'est quoi la cuisine française végétarienne. Qu'est-ce qu'on pourrait raconter autour de plats qui ressemblent à la culture française, qui soient cohérents. Et donc, il y a plein de gens, aussi bien des cuisiniers que des créateurs, que des industriels, qui s'interrogent sur qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que pourrait être en fait une cuisine française beaucoup plus végétarienne et flexitarienne, parce que moi j'aime bien cette notion de flexitarisme, qui pour moi est l'idée de dire que on mange moins de viande, moins de poisson, et ça peut être sur plusieurs formes. Ça peut être soit X fois par semaine je fais un repas sans viande, sans poisson, et aussi X fois par semaine, mon morceau de viande ou de poisson qui faisait avant 150 ou 200 grammes, je vais le réduire à un condiment quasiment qui va faire quelques dizaines de grammes. Et en faisant des choses comme ça, on peut réduire assez drastiquement sa consommation de viande ou de poisson. Moi-même, je suis flexitarienne. Je mange régulièrement de la viande ou du poisson, notamment dans des conditions sociales. Je vais au restaurant, etc. Et j'en mange très peu chez moi. Et j'ai fait un calcul tout bête, c'est de dire qu'en moyenne, les Français consomment 90 kilos de viande par an. Et que si vous êtes flexitarien, que vous faites quelques repas sans viande, sans poisson, que vous réduisez vraiment la taille de la viande et du poisson dans votre assiette, eh bien aujourd'hui, on peut être facilement à plutôt une consommation autour de 15 kilos. Donc c'est un changement radical et pas un effort énorme. Et qui est, vous le rappelez avec les chiffres de la FAO, mais promu dans un certain nombre de rapports autour de l'alimentation durable qui arrivent à cette conclusion quasi unanime, effectivement. Totalement. Et puis il y a quand même l'aspect environnemental, où aujourd'hui, la première cause d'émissions de gaz à effet de serre, c'est l'industrie du bétail, quoi. Donc il faut à un moment s'attaquer à ce problème sérieusement si on veut vivre sur une planète agréable. Parfait. Alors Françoise Saban, j'imagine que maintenant vous savez décrypter une carte de menu dans un restaurant chinois. Et alors, fait des progrès. Voilà. Et en l'occurrence, alors du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la place singulière qu'occupent les fruits et les légumes dans la tradition culinaire de Chine, et puis peut-être aussi au Japon et en Corée où vous avez travaillé, mais peut-être comprendre, on reviendra sur le cas de l'Inde, on en reparlera, mais évidemment, on sait qu'en Chine aussi, les fruits et légumes ont une place très particulière dans la tradition culinaire. Je ne parlerai pas de la Corée parce que je n'y ai pas séjourné assez longtemps pour me permettre de dire quoi que ce soit. Alors, la place des légumes est très importante dans la cuisine chinoise et dans la cuisine japonaise. Peut-être plus dans la cuisine japonaise, même si on les voit moins, parce que dans la cuisine japonaise, on mange quand même moins de viande, mais ça ne veut pas dire que les Japonais ne mangent pas de viande. C'est assez compliqué. Quand ils veulent manger un steak, ils mangent un steak, mais il n'est pas cuisiné à la façon japonaise en principe.
Bon, ça c'est autre chose, c'est une autre question. Pour ce qui est des légumes, alors vous m'aviez demandé d'essayer d'identifier les légumes chinois et japonais qui seraient venus en Occident, enfin en Europe. Alors j'ai réfléchi à cette question. En fait, il n'y a pas énormément de légumes. Du coup, je me suis dit, tiens, comment je vais me sortir de cette question? Là, c'est un piège qu'il me tend. En fait, je savais bien que ce n'était pas un piège, mais enfin bon. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, je vais regarder ce que Pailleux et Bois disent. Alors, Pailleux et Bois, ce sont des savants qui ont écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Le potager d'un curieux en 1885 et qu'on peut trouver en PDF sur Internet. Et là, ils s'intéressent à toutes les plantes du monde entier et dont ils ont expérimenté la culture dans leur jardin. C'est une source magnifique et simplement, je le donne à titre de renseignement. Pour revenir à la Chine, alors j'ai aussi trouvé une autre citation qui m'a amusée, c'est que cette citation dit « Il serait plus facile d'énumérer les choses de provenance végétale que les Chinois ne mangent pas que celles qu'ils mangent ». Et effectivement, la liste des produits végétaux mangés par les Chinois est considérablement plus importante que celle à laquelle nous sommes habitués ici. Néanmoins, j'ai essayé de voir un petit peu quels pouvaient être les légumes qui étaient venus de Chine et du Japon. Il n'y en a pas énormément, enfin des plantes, disons. Alors, il y a par exemple le crône. Je ne suis pas sûre que vous connaissez tous le crône, dont le nom vient d'une petite ville qui se trouve tout à côté de Paris, de la banlieue parisienne. C'est plutôt un légume d'origine japonaise, mais enfin, il n'a pas obtenu un succès extraordinaire en France. Et il y a, paraît-il, le radis noir, bon ça tout le monde connaît, le soja aussi, mais on l'utilise plutôt pour l'alimentation du bétail en France, puisqu'on ne le cultive pas. En France, on cultive très peu de soja parce que notre climat est peu adapté à la culture du soja. Il y a le haricot rouge, Azuki, mais c'est pareil, je veux dire, c'est pas une légumineuse tellement répandue, on préfère nos lentilles vertes du puits. Il y a le chou chinois. Bon, alors le chou chinois commence à avoir une certaine renommée et à être cuisiné, mais ce n'est pas non plus un légume de tous les jours pour les Français. Et puis, alors par contre, sur le plan des fruits, là, c'est quand même beaucoup plus riche, puisque la pêche, l'orange viennent de Chine, enfin les agrumes viennent de Chine. Du Japon, le kaki, hein, d'ailleurs le nom kaki, c'est le fruit du plaque minier. De Chine, j'allais oublier ce qui est très important, le kiwi, hein, et il ne vient pas d'Australie ou de Nouvelle-Zélande, même si aujourd'hui il est souvent cultivé en Australie et Nouvelle-Zélande, mais il est originaire de Chine. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, j'ai découvert ça il y a quelques années à Shanghai, c'est qu'on peut trouver des kiwis sauvages. Et alors, ce que j'arrivais pas bien à comprendre, alors les Chinois ont des kiwis autochtones, des kiwis sauvages, mais ils importent aussi beaucoup de kiwis de Nouvelle-Zélande. Enfin, c'est curieux. Et je ne sais pas quand est-ce qu'ils les mangent, parce que les fruits en Chine ne sont pas intégrés dans les menus, à de rares exceptions près. Quelques plats comme le poulet à l'ananas dans le sud de la Chine, mais c'est quand même très rare. Un peu de citron aussi. Les fruits sont considérés comme des nourritures délicates qu'on mange en dehors des repas ou à la fin d'un repas, par exemple des tranches de pastèque ou d'orange qu'on sert à la fin d'un repas, d'un bon repas, souvent gratuit d'ailleurs. Ce n'est pas facturé par le restaurant. Et on les offre par exemple aux malades, donc préparés dans de très belles corbeilles. Et on peut aussi les apporter chez des amis. Mais enfin, ça ne fait pas partie vraiment de la cuisine. Au Japon, les fruits, c'est à peu près la même chose, mais je ne m'engagerai pas aussi loin, parce que j'ai beau réfléchir, non, je ne peux pas dire grand-chose sur les fruits au Japon. Alors maintenant, dans la cuisine, si c'est ça qui vous intéresse,
Dans la cuisine, là, il y a quelque chose de très important à propos des légumes, aussi bien au Japon qu'en Chine, mais encore plus en Chine, c'est qu'ils doivent conserver leur couleur naturelle. Et en particulier, les légumes verts, aussi bien les feuilles, qu'on appelle des herbes en italien, herbette, que les autres légumes, par exemple un brocoli. Alors un brocoli qui passe au verdâtre, là, aux couleurs kaki, là, pour eux, c'est vraiment effrayant. Donc, cela signifie qu'on fait peu cuire les légumes et qu'on apprécie qu'ils restent quand même un petit peu croquants sous la dent, ce que facilite la cuisson dominante en Chine, ce qu'on appelle en anglais stir fry, c'est-à-dire une friture avec peu d'huile, mais dans un wok qui est constamment bougé pour que les aliments bougent, soient saisis. Et cette manière de cuire est particulière. Elle existe aussi au Japon, évidemment, venant de Chine. Alors, quand je dis ça, évidemment, j'exclus les tubercules qui, eux, doivent être bien cuits. Quoique, il y a des plats, notamment dans le nord de la Chine, où on fait des plats de pommes de terre sautées, c'est-à-dire elles sont coupées en julienne, et on les fait à peine cuire. Bon, ça, j'en discutais récemment avec une amie chinoise, et je lui ai dit, écoute, ça c'est un truc vraiment pour nous insupportable de manger de la pomme de terre cuite, de la pomme de terre crue ou à moitié cuite. Et elle me dit, oh mais non, mais c'est délicieux parce que ça croque comme on aime. Enfin bon, donc les légumes doivent avoir une certaine consistance sous la dent et conserver leur couleur. Ça, c'est très très important. Et ceci aussi bien en Chine qu'au Japon. C'est ça la particularité de la cuisine chinoise et japonaise pour ce qui est des légumes. Alors maintenant, il faut quand même dire une chose en rapport avec ce que ma collègue qui travaille sur l'Inde a dit, c'est qu'en Chine, la viande est un symbole de gourmandise. Et les Chinois ont vécu, parce que contrairement à ce qu'on pensait sous le maoïsme, les Chinois mangeaient très très mal, et même souvent pas assez, et ils ont connu une énorme famine entre 1958 et 1961, qui a fait entre 30 et 50 millions de morts. On ne connaît pas le chiffre exact. Donc quand ils sont sortis de cette période de disette, de famine, de pénurie, qui était dramatique dans le monde rural, un peu moins dans les villes, et qu'il y a eu cette fameuse réforme économique de la fin de l'année 78, le gouvernement a fait un effort pour approvisionner la population, et il y a eu un engouement extraordinaire pour le manger, tout simplement. Et le manger qui n'était pas seulement sustentateur, je sais pas, mais aussi pour le goût, pour la vraie cuisine, en somme, entre guillemets. Et la viande, la consommation de viande a participé de ce mouvement. Et les gens ont voulu manger de la viande. Et comme on a parlé tout à l'heure du soja, eh bien, les Chinois achètent plus de 60% du soja mondial qui sert essentiellement à leurs élevages. Donc, il y a une espèce de mouvement contraire en Chine, même s'il faut toujours tout nuancer, parce qu'il y a toujours des mouvements contraires dans ce pays. Toute une génération de jeunes vit à la même heure et sur les mêmes tendances qu'ici. Et eux aussi sont des animalistes convaincus et veulent protéger les animaux. Certains, alors tout le monde sait qu'en Chine on mange du chien, mais il y a aussi des gens qui ont des chiens domestiques. Donc il y a des couches de population très différentes. Et puis surtout, ce qu'il faut évoquer, c'est que la Chine, ainsi que le Japon d'ailleurs, en Chine, il y a une tradition végétarienne très très forte dans les milieux d'inspiration bouddhiste et qui, alors au Japon encore plus d'une certaine manière parce que c'est la fameuse cuisine des temples où les gens vont régulièrement pour manger justement très simplement, surtout d'une cuisine à base de tofu.
Et en Chine, on a exactement le même phénomène. Et ce qui est très intéressant, c'est que les Chinois ont développé une cuisine végétarienne d'imitation de la viande. C'est-à-dire qu'on vous présente un plat et il y a des crevettes, il y a un morceau de lard, etc. Vous avez vraiment l'impression que ce sont des crevettes et du lard. Et quand vous le mangez, vous avez aussi une sensation de consistance qui ressemble vraiment à une crevette ou à du lard. Eh bien ça, tout est factice et simili. Voilà. Pardon, oui, je ne parle pas dans le micro. Je suis désolée, j'espère que les personnes qui sont au fond de la salle m'ont quand même entendu. Mon discours vaut d'être entendu. Non, pas de souci, c'était juste à la fin. Non, magnifique, merci beaucoup Françoise. Gloria, pour revenir sur l'Afrique et sa diaspora, et idem, c'est-à-dire la place des fruits et légumes. Alors on l'a compris, vous l'avez dit un peu, on a souvent cru, enfin dans l'imaginaire collectif, on imagine qu'en Afrique, voilà, comme en France, on compose le plat autour d'une viande ou d'un poisson, et c'est en fait tout à fait l'inverse. Donc voilà, peut-être aussi nous glisser quelques éléments autour de la place singulière qu'occupent les fruits et légumes dans les cuisines africaines et de la diaspora. Comme j'ai pu en parler tout à l'heure, il y a cette idée un peu, il y a cette fausse idée que les cuisines africaines sont essentiellement des cuisines carnées, et je pense que c'est d'un point de vue culturel et un petit peu d'éducation qui fera en sorte de déconstruire l'idée de ce que j'ai connu, que ce soit en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest. Il y a cette place centrale pour les légumes et aussi les céréales, où énormément de céréales sont cultivées également en Afrique. Je pense par exemple au fonio, qui est une céréale très répandue, très similaire au quinoa dans ses apports, dans sa forme également, mais qui coûte par exemple 4 à 5 fois moins cher, et qui fait partie d'une des bases essentielles dans les cuisines africaines. Ensuite, il y a cette aussi idéalisation autour des aliments et de leurs fonctions. Donc, on peut parler par exemple de légumes et de fruits alcalins, contrairement à ceux acidiques, qui vont favoriser en fait un meilleur fonctionnement de notre système. Aussi, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a ce focus en fait sur le bienfait des aliments bruts, non modifiés, pour lesquels on n'a pas eu à tuer en fait, pour pouvoir gagner en énergie. Donc voilà. Et alors à Salvador de Bahia, qui est donc ville tellement culturellement tellement riche et puis spirituellement aussi forcément extrêmement inspirée, est-ce que autour de l'alimentation et des fruits et légumes en particulier, il y a, je sais pas, des croyances associées éventuellement à leur consommation, ou je sais pas, dans les rites condoblés, est-ce que c'est aussi bien évidemment, en fait, après c'est un autre sujet que d'évoquer la cuisine et la spiritualité. Là, on pourrait partir aussi sur un autre débat, mais il y a cette place sacrée en fait des aliments et de la cuisine qui vient aussi des différentes croyances. Et on parle là de Bahia et de son influence africaine, mais il y a aussi l'influence amérindienne qui se joint aussi à ce flux et qui crée vraiment cette importance des aliments qui deviennent là ancestraux et magique aussi. Alors vous, du coup, en tant que praticienne cuisinière, quel avantage vous voyez-vous à végétaliser la cuisine ? Je pense que, je ne souhaiterais pas devenir un porte-parole militantisme du véganisme. Je rejoins Bina aussi sur le terme flexi, en fait, qui va un peu moins enfermer et qui va pouvoir donner en fait la possibilité de s'intéresser à des alimentations plus saines, tout en aussi conservant un style de vie. Je pense qu'il n'est pas constamment si simple et facile de changer. Par contre, la transition, elle reste importante. Et la transition, elle a besoin d'être riche des deux côtés. Donc, savoir sélectionner, par exemple, sa viande ou son poisson de la semaine
et à côté consommer un maximum de légumes et de produits végétaux frais, je pense que c'est déjà un bon premier pas dans cette direction. Donc, je n'ai pas la prétention d'amener à convertir des personnes, mais plus les amener à s'intéresser et à s'informer un peu plus. Je crois que c'est ça qui fait qu'on a beaucoup d'a priori, de questionnements et parfois de doutes sur les questions des cuisines végétales. Et justement, dans la pratique au quotidien, parce qu'on l'a vu hier, il y avait un peu un débat autour justement des référentiels pour les étudiants dans les filières cuisine qui sont assez peu visiblement formés sur les questions du végétal, même si encore une fois on a eu un très beau contre-exemple pour ceux qui ont eu la chance hier midi de manger à l'hôtel de ville, c'était juste extraordinaire. Et en l'occurrence, donc vous en tant que cuisinière, voilà, il y a des avantages particuliers, enfin ça suppose d'avoir des inspirations plus grandes que de travailler uniquement du végétal. C'est pour vous source de création supplémentaire ou je pense tout simplement. Je ne sais pas, j'ai entendu quelqu'un? Non? Ok. Je pense que de manière générale, comme je disais, il y a un manque d'information, il y a un manque d'éducation et il faudrait tout simplement pouvoir proposer un panel plus large que ce qu'on propose à l'heure actuelle. On a besoin que ce soit autour des épices, que ce soit autour des aliments eux-mêmes, aussi de leur origine, leur forme, la consommation et les pratiques qu'on peut faire avec. Il faut plus d'informations de manière générale. Entendu. Bon, on va ouvrir la discussion avec vous. Juste avant cela, peut-être Bina, quelques mots encore sur le végétarisme en Inde, dont on a compris qu'évidemment il a des motivations religieuses du côté des hindouistes, mais c'est aussi un pays multiculturel, il n'y a pas que des hindous, il y a aussi des musulmans, des catholiques. Donc du coup, comment ces traditions autour du végétal se côtoient? Est-ce qu'il y a des rôles assignés aux uns aux autres? Est-ce que le végétarisme hindouiste est strict ou pas complètement? Alors le végétarisme hindouiste est multiforme. On va trouver, donc il y a vraiment pour le coup un rôle important des castes dans ce rôle dans le végétarisme. Les brahmanes, qui sont la caste des prêtres, la plus haute caste hindouiste, vont être strictement végétariens, alors que les autres hindouistes, très souvent, vont consommer un peu de viande et de poisson. Il y a aussi des grosses différences régionales. Il y a des régions qui sont réputées pour être moins végétariennes que d'autres. Et moi, je suis née au Kerala, sur la côte sud-ouest de l'Inde. Et c'est un état côtier où il y a une grande passion de la pêche. Et donc, on n'y mange pas beaucoup de viande, mais le poisson fait vraiment partie de la culture du Kerala. Et tout le monde, quelle que soit sa caste, quasiment va consommer un certain nombre d'ingrédients à base de poisson de façon assez régulière. Donc il y a vraiment des grandes différences. Après, en Inde, il y a effectivement plusieurs communautés religieuses. Il y a les hindouistes qui sont la plus nombreuse, hein. Mais il y a aussi plein d'autres religions. Il y a des musulmans qui constituent une très forte minorité. Il y a des catholiques qui vont être répartis inégalement sur le territoire. Là aussi, au Kerala, ils sont très nombreux. Il y a des Jains, qui est une religion dans laquelle on ne veut absolument pas tuer un animal pour manger, mais ça va dans des proportions qu'on a du mal à imaginer. C'est-à-dire qu'un Jain, par exemple, ne va pas déterrer un produit parce que ça pourrait tuer la petite fourmi qui est dans la terre. Et donc, c'est une cuisine des plus intéressantes, parce que c'est une cuisine qui a un nombre d'exclusions très important. On n'y trouve pas d'ail, pas d'oignon, pas de gingembre, pas tout ce qui pousse sur terre. Et pourtant, c'est une cuisine délicieuse, créative, dans laquelle les épices, et en particulier, on va y trouver un ingrédient qui s'appelle l'asiafoetide, qui est une résine qui, chauffée, donne un peu un goût d'ail, d'oignon, et qui va être utilisé comme substitut. Donc on va vraiment trouver toutes ces différences religieuses. Et après, effectivement, dans l'organisation de la société,
on trouve aussi des rôles différents alloués à chaque communauté, puisque les hindouistes, même quand ils consomment de la viande, trouvent que c'est mauvais pour leur karma de tuer un animal. Et donc, toute l'industrie de la viande, que ce soit les gens qui élèvent, surtout les gens qui abattent, en fait, sont très souvent de confession musulmane. Très bien. Donc un bon partage des tâches pour respecter le karma des uns et des autres. Eh bien, écoutez, voilà, j'imagine que tout ça a dû vous inspirer questionnement et éventuellement témoignages aussi de voyages, de culture que vous pourriez nous faire partager. Alors, je vois déjà un bras qui se lève, madame, ici, à mi-parcours. Un instant, on vous amène un micro. Je suis une Chinoise. J'avais un restaurant à Rennes pendant 5 ans. Donc, quand vous avez aujourd'hui, maintenant, ce jour-là, quand je vous avais entendu parler de fruits et légumes, le nouveau roi de la cuisine, pour moi, quelquefois, je n'arrive pas à comprendre. Parce que pour moi, la cuisine à fruits, parce que quand je vois la cuisine, c'était pas bien sûr, je fais la cuisine, hein, donc dans le restaurant. D'abord, c'est qu'est-ce que j'ai les légumes. D'abord, qu'est-ce que j'ai les légumes. Aussi, ces légumes-là, qu'est-ce que je vais avec la viande. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là. Donc, du coup, je me suis dit, mais comment vous mangez, quoi? Donc, comment vous réfléchissez à manger? Aussi, légumes, pour moi, c'est... quand je vais aller au supermarché, il y a plein de légumes partout, on peut faire des choses. Il y a céleri, il y a même la pomme de terre, c'est un légume. Pour nous, on a sauté, on en a fait le julienne, on a sauté très croquant, tout ça. Donc du coup, quelquefois aussi dans mon restaurant, moi j'avais un restaurant à partir de 2012. Donc du coup, dans mon restaurant, il y a le client qui dit « Mais je mangeais que l'épinards chez vous, je ne mange pas ailleurs. Je mangeais que la pomme de terre sautée, comme Madame Sabin a dit. Quelquefois, quand il y a réservé, est-ce que vous pouvez me faire un pomme de terre sautée comme ça ?» Mais chaque jour, je que 2 entrées, 2 plats. Je peux toujours composer un menu végétarien à partir d'entrée jusqu'à plat. Donc du coup, pour moi, c'était aussi, pour moi, après, maintenant, actuellement, je suis en formation CQB cuisinier, parce que je n'ai jamais eu la formation. Donc maintenant, je me suis dit, mais j'ai envie de vraiment voir comment vous organisez à manger. Donc du coup, je suis rentrée en formation il y a 1 semaine. Formation, je suis trop vieille pour aller dans la CAB, je suis dans le centre de formation pour les études. Donc du coup, moi, c'est là, je me suis dit, il y a les choses, c'est complètement différent que chez nous, quoi. Donc du coup, il y a les choses, c'était pas vraiment séparé. La viande, maintenant, on va valoriser les légumes en disant c'est le nouveau roi de la cuisine. Mais non, on a tous dans l'assiette. Mais aussi, après, vous avez aussi hiérarchie, plein de choses. Vous avez hiérarchie 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile, le chef cuisinier, commis. Après, vous avez hiérarchie, les légumes, le roi des légumes, maintenant c'est tuffeau, après asperges, en bas c'est poireaux. Mais non, chaque légume, il y a son utilité, comment utiliser, comment mis à valeur, avec quoi on peut ensemble. On a tous la nutrition, on a tous ces choses-là, il ne faut pas... Voilà. Donc du coup, ce que je me suis dit, je ne sais pas, mais je suis encore dans la réflexion, je suis toujours dans l'observation, je suis toujours aussi apprendre des choses, mais pour moi, ça fait mal au cœur d'entendre les légumes fruits, c'est le nouveau roi, ils sont tout le temps là. Il n'a pas besoin d'être roi. Magnifique, merci beaucoup pour ce témoignage. Et c'était exactement le sens de cette table ronde ce matin, justement d'ouvrir à d'autres traditions culinaires pour qu'on comprenne qu'ailleurs, évidemment, ce n'est pas des nouveaux rois, évidemment, ils étaient là depuis très longtemps, et voire même, si je comprends bien, vous plaidez même pour une démocratie des fruits et légumes, comme quoi il n'y a pas de roi, il n'y a pas de hiérarchie, y compris dans la façon de faire de la cuisine. Gloria, j'imagine que ça résonne, parce qu'elle évoque aussi sur les systèmes français très hiérarchiques de récompense des meilleurs restaurants. Ça veut dire aussi que dans votre façon de cuisiner, vous cassez un peu un certain nombre de ces codes. C'est totalement l'idée, et c'est vrai que je rejoins Madame en fait sur le questionnement de la place du légume qui devient
il y a un mouvement social, il y a un mouvement presque de mode aussi qui va avec, alors que sa présence, elle est d'origine principale. Et c'est les mouvements sociaux et culturels qui l'ont un petit peu délogé de cette place. Et puis là, on est dans ce mouvement, justement, on y retourne. Donc, je comprends, madame, sur le titre « Les nouveaux rois de la cuisine ». Je ne pense pas que ce soit une nouveauté, mais une nouveauté au goût du jour, plutôt. Donc, je vous rejoins totalement dans cette émotion. Je voudrais répondre moi aussi, je voudrais défendre ce titre auquel je n'ai pas participé quant à son élaboration, mais je voudrais quand même rappeler qu'il y a un point d'interrogation. Les nouveaux rois de la cuisine, point d'interrogation, ce qui veut dire qu'on se pose des questions pour savoir si vraiment les fruits et les légumes sont bien les nouveaux rois de la cuisine, comme une certaine tendance voudrait nous le faire croire. Et voilà, c'est tout. Non, moi, je l'entends aussi comme un point de vue culturel. C'est finalement, est-ce que en France, les fruits et légumes sont les nouveaux rois de la cuisine, mais évidemment, il y a plein de pays dans le monde où naturellement, les fruits et les légumes est central. Absolument. Merci beaucoup. D'autres questions, réactions? Alors, monsieur là-haut, allez-y. Et puis, il y aura, j'ai vu un doigt se lever ici aussi, là. Oui. Vous tenez? D'accord, parfait, bonjour. Je suis administrateur d'Interfel, Interprofession de fruits et légumes. Et à ce titre, puisque j'ai vu que c'était hors d'Europe, je voudrais juste rappeler que l'interprofession intervient aussi aux États-Unis et accompagne un certain nombre d'écoles pour qu'on puisse manger des fruits et des légumes dans un certain nombre d'États. Effectivement, l'obésité est assez importante aux États-Unis, donc c'est un vrai challenge. Et sachez que, par exemple, et c'était assez symptomatique, dans les écoles, on mange plutôt les fruits découpés, tout découpé, en sachets. Alors, on peut évidemment considérer que ce n'est pas très durable en termes d'emballage, mais en tout cas, au moins, ils mangent des fruits et légumes. Voilà, c'était juste un retour d'information. Et puis, j'ai vu le titre « Nouveau roi de la cuisine ». Moi, j'ai fait quelques années en Afrique, dans une autre vie. J'aurais presque préféré les nouvelles reines de la cuisine, et surtout en Afrique. Parce que finalement, la cuisine se fait souvent par les femmes, en tout cas quand je les ai vues dans les territoires africains, plutôt que par les hommes. Qu'est-ce que vous en pensez et que pouvez-vous nous en dire, s'il vous plaît? Très bien, alors on retient cette question, et puis je vois que monsieur aussi en avait une. Donc allez-y. Oui, bonjour, merci à tous les quatre pour vos interventions. Ma question concerne encore une fois la formation cuisine. Justement, hors Europe, comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Et est-ce que ne faudrait-il pas s'en inspirer un petit peu de cette cuisine hors Europe pour justement redynamiser les fruits et légumes dans l'offre française, européenne? Faudrait-il pas casser les frontières justement dans un but de santé publique peut-être? Voilà. Merci. Très bien, très bonne idée, casser les frontières, merci. Alors, peut-être une question sur le genre, là, enfin sur la question de la cuisine. La cuisine a-t-elle un genre, hein? Donc les nouvelles reines, est-ce qu'il faut parler des nouvelles reines de la cuisine? Gloria, vous en êtes une? C'est compliqué parce que il y a toujours la même question en fait. Les femmes vont être reconnues en cuisine de manière domestique plus souvent. On sera tous d'accord pour dire que 80 à 90% des femmes sont celles qui cuisinent à la maison. Quand à l'inverse, 80 à 90% des hommes reconnus en cuisine, des chefs reconnus en cuisine sont des hommes. Et pourtant, je dirais que pour rejoindre ce que vous dites, c'est vrai qu'en Afrique, on est plus sur un modèle matriarcal où la femme a la place centrale, elle dirige la famille et elle dirige aussi sa cuisine. Cependant, on a quand même énormément d'hommes
élevés par ces femmes qui apprennent aussi à cuisiner et qui participent. Je veux dire, sur une femme qui a, je ne sais pas, peut-être 5 à 6 enfants et qui a 5 garçons, il vaudrait mieux que ces garçons apprennent également à cuisiner. Donc, c'est à nouveau ces questions de positionnement. Je ne pense pas qu'on ait à mentionner les reines de la cuisine, puisque de fait, c'est une société dirigée par les femmes et que nous n'avons pas besoin de nous imposer dans le genre pour valoriser ce que nous apportons. On fonde des familles, on crée des sociétés, on éduque des civilisations entières. Je n'ai pas besoin de titre pour ça, j'ai conscience. Très bien. Alors, donc là aussi, il y avait sur la formation des cuisiniers un appel, si je peux me permettre, à ouvrir un peu les fenêtres et à avoir des apports de cuisine, de savoir-faire étrangère. Et donc, on l'a vu notamment autour du fruit et légumes. Alors, est-ce que ça veut dire que vous intervenez, je ne sais pas, Bina ou Gloria, sur des formations de cuisine, ou c'est des choses que vous aimeriez faire ? Alors, moi, je n'interviens pas sur des formations de cuisine, mais pour répondre à la question, je trouve que le paradoxe, c'est que la grande cuisine, et ça fait écho à ce que disait Gloria, il y a vraiment une distinction entre la gastronomie et la cuisine de ménage. Et la gastronomie, qui est ce qu'on enseigne dans les écoles de cuisine à des aspirants chefs, c'est une gastronomie qui a été très fortement influencée par la France. Et le paradoxe, c'est que quand on discute avec des chefs dans d'autres pays, et y compris par exemple en Inde, dans leur formation de cuisine, ils ont plein de cours de gastronomie française ou de techniques françaises qui ne vont pas forcément super être utiles pour aller faire de la cuisine indienne haut de gamme dans un restaurant branché de Bombay, mais c'est ce qu'on leur apprend. Et ça a une influence certaine, c'est que ça change depuis quelques années, depuis 10 ans, mais la génération des chefs cinquantenaires indiens qui sont super connus, par exemple, disent tous qu'ils ont appris en premier la cuisine de leur mère, puis la cuisine à l'école qui était de la cuisine française, gastronomique, haut de gamme, et qu'ils ont dû désapprendre pour recréer une cuisine indienne de restaurant qui n'existait pas historiquement. Donc c'est plutôt le mouvement contraire qu'on voit. Et après, moi, je pense qu'effectivement, si on veut mettre les fruits et légumes et le végétal de façon plus globale au cœur de l'assiette, ça veut dire que ce végétal, il est super bon, que c'est vraiment le cœur aussi du savoir-faire des chefs. Et à ma connaissance, aujourd'hui, on apprend encore à travailler une volaille, lever des filets de poisson, mais on ne donne pas cette même part reine à des légumes, des fruits, des céréales, des légumineuses. Et je trouve que c'est fort dommage parce qu'il n'y a pas de raison que le spectacle de la gastronomie végétale ne soit pas aussi beau que celui de la gastronomie plus classique. Gloria, est-ce que vous intervenez dans des formations ? Notamment en Afrique. Et c'est vrai qu'on s'est posé la question de se dire que la plupart des écoles ou de formations, parce qu'il y en a tout de même très peu en cuisine, elles ont souvent une influence européenne, si ce n'est française directement. Et même lorsqu'on va dans des restaurants un peu huppés dans les capitales africaines, ces restaurants-là auront une sélection très européenne dans la manière de réaliser, dans la manière même d'ordonner la carte, même dans le style du restaurant en lui-même. Et la question qu'on se demandait, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de technique africaine, par pays bien entendu, et par recette, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de techniques africaines qui sont inculquées de la même manière que ces techniques européennes et qui correspondraient beaucoup mieux en fait à la valorisation et des plats et des produits, etc. et qui serait en fait, qui ferait partie de la réelle expérience pour toute personne de l'extérieur qui vient visiter, qui vient découvrir, que ça reste authentique. Et en fait, il y a cette question en fait de la structuration en fait, de l'organisation un petit peu, ou simplement de
l'industrialisation en fait, de ces techniques qui n'est pas encore arrivée. Mais je suis ravie de voir que, au rythme auquel ces capitales aussi se développent, il y a cette volonté en fait, de valoriser le patrimoine africain et les techniques africaines. Il y a de plus en plus d'écoles de cuisine africaine sans influence européenne qui s'ouvrent. Et justement, c'est dans ces zones-là qu'on souhaite aussi intervenir. Donc moi, toujours dans une niche particulière parce qu'il s'agit de l'afro-vegan. Donc l'afro-vegan dans son entièreté, pas simplement le continent africain, mais les diasporas. Donc il y a d'autres influences aussi qui sont le résultat de ce voyage culturel, donc qui implique aussi tout de même de l'Europe, de l'Amérique du Nord et d'autres endroits, mais sur lesquels on reste sur un focus africain. Et je suis contente de voir ces petites évolutions arriver. Ça arrive avec le temps. Ça se fait justement, je pense que des acteurs, que ce soit comme moi, comme Bina ou d'autres personnes qui sont en fait le résultat de toutes ces cultures confondues et croisées et qui décident tout de même de valoriser le patrimoine. Donc ça arrive. Et on voit ça aujourd'hui en Afrique, là, avec effectivement une génération de chefs qui valorisent les produits, et notamment des céréales locales comme le fonio, le sorgho et autres. On parlait hier de Pierre Thiam, qui est maintenant aux États-Unis. Au Ghana, il y a Selassie, il y a Tadika qui travaille aussi beaucoup sur il y a la chef aussi chef Binta qui fait de la cuisine Fulani. Donc elle est originaire de Sierra Leone. Elle fait de la cuisine traditionnelle Fulani pour lequel elle fait vivre une full expérience comme si c'était dans cette tribu où le dîner se fait au sol, sur des nattes, etc. Et elle rencontre un succès énorme. Et elle a remporté le Best Chef Award en Hollande cette année. Donc la dynamisation, la modernisation des techniques africaines, elle est en place. Magnifique. Françoise. Oui, je voulais juste dire un mot sur cette histoire des techniques culinaires et de la prééminence française en cette matière. Et je pense que là, il ne faut pas se lancer dans des déclarations nationalistes ou chauvines, parce que c'est vraiment ridicule. Mais il se trouve que, historiquement parlant, ce sont les Français qui ont codifié, formalisé les techniques culinaires et qui ont défini ce que pouvait être une professionnalisation de la cuisine. Et à partir de là, tout le monde peut créer, je veux dire, mais il y a quand même des techniques de base qu'il faut acquérir, du moins pour, disons, les cuisines, allez, on va dire européennes. Moi, je suis contente d'entendre que des chefs indiens ont été aussi formés comme ça, parce qu'après, ils peuvent aller beaucoup plus loin, parce qu'il faut quand même avoir des bases pour travailler. Et par exemple, je voudrais donner un exemple, parce que, par exemple, si vous prenez les grands chefs italiens, ils font de la cuisine italienne, bien sûr, une cuisine italienne qui est devenue internationale. C'est la cuisine la plus populaire et en même temps qui a maintenant un aspect réellement très élaboré, dit gastronomique. Eh bien, les grands chefs italiens ont tous eu une formation aux techniques culinaires françaises et souvent se sont formés en France. Et ça ne veut pas dire que, je veux dire, les autres techniques n'existent pas. Mais je pense que historiquement, c'est ainsi. Il faut l'admettre et le reconnaître, tout simplement. Et alors, si je prends justement l'exemple de la Chine, alors là, c'est tout à fait différent parce qu'eux aussi ont une professionnalisation de la cuisine et des techniques culinaires qui n'a rien à voir avec ce qui se fait en France. Et quand ils se trouvent en face les uns des autres, les jeunes cuisiniers, eh bien, les jeunes cuisiniers chinois estiment qu'ils sont supérieurs aux Français. Ils estiment que leurs techniques sont globalement supérieures à ce que les Français peuvent faire. Je n'émets aucun jugement à ce propos, parce que ce qu'il faut quand même voir, c'est qu'il y a pas mal de jeunes cuisiniers chinois qui se sont mis à l'apprentissage des techniques françaises, mais l'inverse n'est pas vrai. Il n'y a aucun cuisinier
que je sache, à moins que je me trompe, je peux toujours me tromper, mais il n'y a pas de cuisinier français qui soit à même de faire de la cuisine chinoise au sens, je veux dire, de haute qualité, au sens où on l'entend en Chine. Merci. Alors, des questions, donc il y en a ici, et puis là-haut, on va les prendre ensemble. Ah, d'accord. Oui, merci beaucoup. Et justement, j'attendais un petit peu la dernière réaction de Madame Savin, justement parce que quand il y a une culture orale, il y a une culture écrite. C'est vrai que quand il y a une culture écrite, comme elles disent que c'est formalisé, et du coup, la transmission est beaucoup plus simple, est beaucoup plus rapide et efficace, et que même les étrangers peuvent intervenir parce que c'est formalisé. Alors, dans une culture orale, il est plus aléatoire, il est plus lent probablement, et puis c'est difficile. Ça donne une possibilité moins pour les étrangers venant de l'extérieur. Alors donc, par contre, étant donné que c'est oral, chaque fois qu'il y a une transmission, il y a plus de possibilités d'adaptation en situation l'époque par l'époque. Voilà. Donc dans cette culture en général orientale, il y a cette culture de transmission orale. Je pense qu'à un moment donné, ça a été un obstacle pour qu'il soit formalisé et qu'il y ait une forme facile à percevoir depuis l'extérieur. Donc je pense qu'en Chine, c'est un peu comme ça. Et je voudrais demander aussi comment ça se passe en Inde, qui est un petit peu culturellement aussi bien asiatique et occidentale. Merci. Donc, cette question de transmission des savoirs en matière de cuisine, comment ça s'opère? Alors, on va prendre la question en haut. Je voulais savoir, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Concernant la formation, dans l'Académie de Bordeaux, nous sommes en train de rédiger justement un guide pédagogique qui va être normalement opérationnel courant 2022 sur le végétal, et qui abondera les formations les plus classiques de CAP et de bac professionnel. Nous avons déjà listé, avant d'arriver ici, toute une somme de thèmes qui vont apparaître et qui n'existent pas jusqu'à présent dans les référentiels. Moi, j'ai déjà pris des idées pendant l'heure qui vient de se passer, mais je ne voudrais pas partir sans vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous penseriez transposable facilement dans la formation française pour les jeunes, de par les cultures différentes, l'Inde, l'Afrique et la Chine, qu'est-ce qui serait facilement transposable et qu'est-ce qu'on pourrait enseigner facilement dans les écoles, et que vous aimeriez, par exemple, si vous accueillez des jeunes dans quelques années, vous seriez content et contente de voir des élèves qui ont appris quelques notions de culture étrangère sur le travail du végétal. Voilà, je sais pas si... Très bien, bon, alors une véritable invitation, appel du pied. Alors, quelles seraient un peu les techniques, est-ce qui transposeraient facilement alors peut-être sur le cas de l'Inde et puis plus généralement l'Afrique et ses diasporas, qu'est-ce qui vous semblerait assez simple à transmettre aujourd'hui à des élèves? Moi, je pense que c'est déjà une vision globale de ce que c'est qu'une assiette végétarienne, tout simplement. Parce que très souvent, je vous raconte une petite anecdote, mais un jour j'étais dans un salon, et puis il y a une petite cantine là, pour le déjeuner. Et très souvent, dans ce genre de situation, je préfère manger végétarien, c'est plus mon truc. Et donc je dis, je voudrais une assiette végétarienne. Et la personne me dit, je peux vous faire de la purée avec des frites. Voilà. Et donc je pense que cette notion de qu'est-ce que c'est qu'une assiette végétarienne, si elle pouvait être un peu communément répandue, ce serait un grand plus à mon sens. Et une assiette végétarienne, ce n'est pas simplement une assiette dans laquelle on a enlevé la viande ou le poisson, c'est une assiette qui doit être équilibrée d'un point de vue végétarien et donc qui doit contenir
des protéines végétales, des végétaux. Donc, typiquement, une bonne assiette végétarienne, c'est une assiette qui contient des céréales, des légumineuses, des légumes, qui contient aussi des épices et des herbes pour la rendre bonne, parce que sinon c'est un peu plat et un peu inintéressant. Et je pense que déjà cette notion-là, si tous les cuisiniers, et cette situation, je caricature, enfin, je raconte cette anecdote parce que les frites avec la purée, ça m'est paru tellement improbable, mais ça m'arrive très souvent. Je pense vraiment que cette notion de se dire, bah, j'ai un client en face de moi qui me dit, j'aimerais avoir une version végétale d'un plat où j'ai envie de manger végétarien aujourd'hui, je lui fais une proposition qui est complète d'un point de vue équilibre nutritionnel et plaisir. Parfait. Donc là, je vois qu'il y a déjà une semaine là, de formation qui se dessine. Là, vous serez invité à Bordeaux. Donc premier jour, introduction, qu'est-ce que c'est qu'une assiette végétarienne, comment je la compose. Et Gloria, quelle première technique afro-vegan vous proposeriez aux étudiants? Déjà, je rejoins Bina sur l'explication de ce que pourrait être une assiette végétarienne ou végétalienne. Et ensuite, je pense que j'aimerais aborder le thème du pouvoir des aliments. Et ce qui permettrait certainement de comprendre aussi la composition de ces assiettes. Et de là, alors, on pourrait faire de grandes listes et déclinaisons des pouvoirs de certains produits africains. Ce serait ça, le thème du... Et donc, un exemple concret? Je ne sais pas. Je vais parler, par exemple, peut-être du gombo ou du manioc, toutes les déclinaisons qu'on peut faire autour du manioc, qui est, je pense, un élément sous-coté. Quand même, on ne peut pas partir d'ici sans un petit truc et astuce, sans évidemment trahir un secret de chef. Mais voilà, j'ai du gombo, qu'est-ce que je fais? Du gombo, il y a beaucoup de choses. Il y a une chose en particulier qui fait que le gombo n'est pas trop apprécié, c'est qu'une fois qu'il est chauffé, ces billes créent une sève assez visqueuse, gluante, etc. Voilà. Dans la cuisine végétale et dans les cuisines afro-végétales, peut-être que cette sève peut être un substitut de blanc d'œuf. Voilà. Peut-être. Peut-être. Vous n'avez rien dit. Hein. Je n'ai rien dit. Très bien. Bon, ben, on a retenu le conseil. Alors, il y avait une question sur la transmission, sur des traditions plutôt orales, plutôt écrites, et que peut-être c'est pas effectivement dans des endroits où on n'a peut-être pas formalisé la tradition culinaire. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas pour autant et qu'elle se transmet oralement, peut-être du coup moins accessible à d'autres cultures. Alors peut-être dans le cas de l'Inde et puis je ne sais pas, Chine et Japon. Qu'en est-il? Juste un petit mot, parce que c'est une réflexion très intéressante, effectivement, l'opposition entre culture écrite et culture orale. Alors pour la Chine, on ne peut pas dire que c'est quand même une société de culture écrite vraiment très importante. Le texte, l'écrit en Chine, c'est capital, mais vous avez tout à fait raison pour ce qui est de la cuisine. On va dire, en gros, traditionnellement, les savoirs se transmettaient de maître à disciple. Mais depuis 1980, il y a eu un gros effort officiel d'abord pour la recréation, parce qu'il en existait, d'écoles professionnelles, et ensuite pour écrire, pour publier du matériel pédagogique. Donc maintenant, la question de la culture écrite dans le domaine culinaire, c'est plus un problème. Je veux dire, les jeunes cuisiniers peuvent lire des livres de recettes et surtout peuvent se former dans des écoles spécialisées. D'ailleurs, ils se forment tous dans des écoles spécialisées. Mais il y a l'autre question qui est celle du chinois. Je veux dire, un Français qui débarque dans une école professionnelle chinoise, il va être un peu handicapé s'il ne connaît pas le chinois, mais il peut s'y mettre. Bon. Sur l'Inde, je ferai une distinction entre la cuisine gastronomique et la cuisine de ménage. Donc, la cuisine gastronomique qui est vraiment un concept très nouveau en Inde, parce qu'il n'y a pas de culture de restaurant traditionnel en Inde, et ça s'est vraiment développé les 40 dernières années. Et c'est effectivement ce que vous disiez tout à l'heure, Françoise, c'est les chefs indiens, ils ont été formés avec ces techniques françaises, mais finalement, ils se sont dit, nous aussi, on doit codifier notre cuisine pour qu'elle soit transmissible. Il y a eu un gros effort qui a été fait, notamment par les grands groupes hôteliers indiens, par les groupes comme Oberoi, Taj, qui ont ouvert leur propre école de cuisine avec l'optique de dire, on va faire de la cuisine gastronomique indienne. Et donc, il y a plein de chefs qui ont codifié
la façon dont la cuisine indienne se fait, et notamment ce que j'ai trouvé super intéressant, que j'ai pas mal exploré en faisant mon atlas des épices, c'est tout ce qu'ils ont codifié sur les techniques d'épices, parce qu'en Inde, on a beaucoup de techniques d'épices. Un plat peut contenir, par exemple, des épices entières qui ont été revenues dans une matière grasse, une poudre d'épices. Elle peut contenir le plat peut être assaisonné à la fin avec une nouvelle poudre d'épices. Et donc, ils ont codifié tous ces usages, la façon de faire sauter les épices dans la matière grasse qui s'appelle le talca, à quel moment on le fait, quels sont les différents types de talca qui existent. On peut faire des talcas au début du plat, à la fin du plat, les différentes poudres, quelles sont leurs compositions. Donc il y a vraiment un gros travail de codification de la cuisine qui a été fait et qui permet d'avoir aujourd'hui une cuisine gastronomique indienne qui peut avoir effectivement les mêmes bases techniques que la cuisine française, avec beaucoup moins d'années d'expérience quand même. Et à l'inverse, la cuisine de ménage reste une cuisine qui se transmet essentiellement de mère en fille. On regarde sa mère cuisiner, on reproduit ses recettes, mais le paradoxe, c'est que cette cuisine de ménage, à mon sens, s'appauvrit avec le temps, puisque les gens ont, comme dans tous les pays, moins de temps pour cuisiner, donc il y a moins de diversité de recettes. Et moi, par exemple, dans ma famille, j'ai eu à cœur de réécrire des recettes que ma mère connaissait de ma grand-mère, mais que plus personne ne faisait. Et donc je me retrouve aujourd'hui dans le rôle de la cousine qu'on appelle, parce qu'en fait, tu te rappelais, avant, on mangeait ça, mais personne ne sait le faire. Est-ce que toi, tu saurais? Et donc, quand même, cette écriture, elle a une vertu pour ne pas perdre les recettes dans un monde où, avant, les gens cuisinaient 3 fois par jour chez eux, en faisant toutes les recettes de A à Z, versus un monde où aujourd'hui, quand vous habitez dans une grande ville indienne, même très souvent, vous ne cuisinez pas, vous faites livrer, vous cuisinez une fois le samedi. Donc la capacité, votre connaissance encyclopédique des recettes, fatalement diminue. Et donc je pense que l'écrit a un rôle essentiel pour cette transmission. Et donc la puissance de la diaspora, dont on sait que bien souvent c'est les gardiens du temple, ceux qui sont partis ailleurs vont effectivement garder des souvenirs et maintenir vivantes des traditions qui ont pu être perdues dans les pays d'origine. On en parlait tout à l'heure avec hier avec Gloria sur le cas de Salvador da Bahia, où on retrouve probablement des savoir-faire qui sont un peu perdus dans les pays d'origine, Bénin notamment ou autres. Françoise? Oui, je voulais simplement dialoguer avec Bina et lui demander si elle était d'accord sur le fait que ce merveilleux film de Lunchbox montre une maîtrise et une connaissance justement des assaisonnements et des épices, avec cette jeune femme qui demande à sa voisine plus âgée qui est à l'étage supérieur, et elle se parle d'un étage à l'autre et elle lui demande alors est-ce que j'ajoute du curcuma ou est-ce que je fais... J'ai trouvé que c'était un film magnifique à la gloire de la cuisine indienne. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'accord. Et je pense notamment que ce savoir-faire d'utilisation des épices, c'est en fait un savoir-faire qui n'est pas si répandu que ça, qui est très bien maîtrisé qui demande... c'est un savoir-faire qui est assez complexe, en fait, qui n'est pas qu'un savoir-faire de cuisine. Il y a vraiment un aspect un peu quasiment comme un parfumeur, où il faut composer des parfums ensemble pour obtenir un nouveau parfum qui va venir assaisonner le plat. Et ce savoir-faire-là, il est quand même pour moi très bien maîtrisé par un nombre assez petit même de cuisiniers de ménage. Et donc, il y a toujours ces référents dans toutes les familles. La personne, la tante qui sait parfaitement faire le biryani masala et à laquelle, de temps en temps, on va redemander comment on fait pour être bien sûr de ne pas avoir dérivé. Alors le temps avance, c'est terrible, terrible, terrible. Je pense qu'on peut prendre, je me tourne vers Kylian, est-ce qu'on peut prendre encore une dernière série de questions? Pouce levé, parfait, on a l'autorisation officielle. Alors je sais qu'il y a une question là, est-ce qu'il y a d'autres questions brûlantes? Là-bas aussi? Oui, alors voilà, on va prendre les deux ensemble, alors allez-y.
Et juste pour revenir sur le référentiel, vous demandiez des techniques qui ne sont pas abordées pour peut-être aller plus loin sur la cuisine végétarienne dans les formations. Et je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui n'est absolument pas codifié dans le référentiel et qui d'ailleurs est très présent autant dans les formations que... enfin en tout cas de manière générale en Chine et au Japon, et ce qu'on perd énormément en France, c'est tout ce qui est la fermentation des légumes. Et donc voilà, ça je voulais vraiment en parler parce que je trouvais ça dommage qu'on n'en parle pas. Et ça c'est hyper présent au Japon, ça l'est dans plein d'autres pays d'Asie évidemment. Je ne sais pas comment c'est codifié dans les formations officielles, mais je pense que c'est une approche qui doit être importante de revaloriser, parce qu'en France, on connaissait ça avant et on l'a perdu. Et ça, je pense, un parallèle qui peut être intéressant. Voilà. Merci. Alors, on avait un atelier hier après-midi dédié à la conservation, mais en particulier à la fermentation. Et vous avez devant vous Madame Luna Kyun qui a posé des questions tout à l'heure, là, deux rangs en dessous de vous, spécialiste de la fermentation en Corée. Donc, vous pourrez échanger. Alors, on va prendre l'autre question. Je me permets, c'est moi. Alors, c'est juste une petite intervention. Je rejoins un peu la collègue. Je vais m'interroger sur ce référentiel sur les fruits et légumes. Je suis désolée, moi, je suis juste professeure de cuisine. On a tous appris sur un livre qui s'appelle La cuisine de référence, où tous les fruits et légumes, enfin les basiques, mais il y en a déjà pas mal, sont tous présentés sur les différentes variétés, comment on peut les travailler, de toutes les façons dont, effectivement, je rejoins Madame Saban, la cuisine française a codifié toutes les façons de travailler un fruit et légumes, toutes les façons de les cuire. Et c'est vrai que ça a été codifié avant. Alors, je ne sais pas ce que le référentiel fruits et légumes pourrait apporter en plus. Voilà. Alors, quand vous disiez aussi, effectivement, des techniques étrangères, il me semble quand même que dans la cuisine française, on s'intéresse aussi et on apprend à nos jeunes les cuisines régionales, les cuisines du monde. Alors, bien entendu, on ne peut pas connaître au mieux que dans une culture, mais on essaye parce que ça doit être appris par tous nos cuisiniers français. Donc normalement, tous nos élèves ont au moins un minimum de formation des cuisines étrangères et des cuisines régionales. Et on apprend aussi de plus en plus à nos élèves à s'adapter à une clientèle dans n'importe quel pays selon leurs attentes. Donc normalement, nos élèves ont au moins la décence de savoir s'interroger. Quand je vais dans tel pays, si je souhaite m'expatrier, qu'est-ce que je dois faire ? Apprendre la culture du pays, qu'est-ce que les clients dans ce pays attendent, qu'est-ce qu'ils ont comme ingrédients, est-ce qu'avant d'aller dans ce pays, je ne vais pas me former sur comment ça se cuisine, et bien entendu, je vais apporter aussi ma patte, parce que je rejoins ce que vous disiez effectivement tout à l'heure, bien entendu, dans n'importe quel pays, c'est intéressant d'avoir, et c'est obligatoire d'avoir des écoles de cuisine avec le patrimoine local, mais on se disait tout à l'heure avec notre collègue, c'est effectivement la mondialisation qui fait que vous allez peut-être aller en Hollande, vous aimeriez peut-être trouver une cuisine hollandaise, certes, mais par contre, vous allez peut-être avoir des Américains qui arrivent et qui veulent avoir qu'une cuisine américaine ou qu'un petit déjeuner continental. Voilà, bref, nos élèves, normalement, excusez-moi, ils sont formés pour un minimum syndical, être capable de répondre un peu à tout, malgré que, je ne sais pas où il est, Monsieur Lunier, excusez-moi, tant pis, je ne vais pas dire mon nom, même avec moins d'heures. Avec moins d'heures. Donc ils sont un peu moins bons peut-être qu'avant, enfin pas moins bons, ils ont plus de réflexion aujourd'hui, on leur donne un peu plus, on leur demande plus d'être dans la réflexion que dans la pratique, mais nos jeunes savent qu'il faut s'intéresser à tout ce genre de choses. Très bien, ça devait être dit. Mesdames, des mots de rebond éventuellement. Gloria, vous nous avez livré un secret qui ne sortira pas d'ici. Bina, non, on a fait le tour, on est bien. Juste peut-être sur la fermentation. Je pense qu'il y a on ne peut pas faire la liste de toutes les techniques qui sont intéressantes dans l'univers végétal, mais évidemment, il y a la fermentation. Il y a aussi tous les assaisonnements, tous les condiments qui rendent l'assiette végétarienne bonne. Donc ça fait partie de plein de choses qui ne sont pas forcément naturelles pour un cuisinier français d'aujourd'hui et qui méritent d'être approfondies pour faire une cuisine végétale gourmande.
Parfait, merci beaucoup. Écoutez, Françoise, Gloria, Bina, merci beaucoup, c'était très, très agréable.